Donc moi, c'est Blandine Justy. Je suis chargée de projet à l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. Moi, je travaille sur beaucoup de sujets différents. Donc, je travaille notamment sur des projets sur les plantes exotiques envahissantes. Donc, on a fait un projet de sensibilisation dans lequel on a fait une tournée dans toute la région du Lac-Saint-Jean. On a parlé aux municipalités, on a parlé aux citoyens pour sensibiliser la population à ce sujet-là. Et puis là, on travaille aussi sur un projet de détection des plantes envahissantes dans les lacs. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour aller pouvoir faire ça pendant l'été, aller détecter s'il y a aussi des plantes présentes qu'on ne connaissait pas encore. Et puis, je travaille aussi sur des projets sur les milieux humides, sur les habitats fauniques dans les milieux humides pour la préservation et pour la cohabitation entre les véhicules hors route et les milieux humides. Donc, on travaille aussi, on est mandaté à l'OBV, on est mandaté par le ministère pour réaliser un plan directeur de l'eau qu'on est actuellement en train de mettre à jour. Puis ce plan directeur de l'eau-là, il contient tout un portrait, un diagnostic de la situation de l'eau dans la région et il contient aussi un plan d'action pour la préservation de l'eau. Donc une plante exotique envahissante, en fait, c'est une plante qui s'établit en dehors de ses limites de distribution naturelle. Et une fois qu'elle est introduite dans un nouvel environnement, bien, elle va se propager, puis là, elle va coloniser rapidement ce nouvel environnement-là et elle va créer des populations qui sont dominantes. En fait, des plantes exotiques, ça fait vraiment de nombreuses années qu'il y en a qui sont introduites au Québec. Elles peuvent provenir un petit peu de partout, d'Europe, d'Asie, d'Afrique ou même d'ailleurs en Amérique du Nord. Mais il y en a beaucoup qui se sont naturalisées, donc maintenant elles font partie intégrante des écosystèmes et elles ne posent pas de problème. Mais certaines plantes, elles vont devenir envahissantes parce qu'elles ont des capacités particulières, par exemple. Donc on va avoir des plantes qui vont croître très très tôt dans la saison, par exemple. Puis elles vont devenir parfois de très grande taille, donc elles vont créer rapidement de l'ombre pour les autres espèces, les espèces indigènes, ça va les empêcher de pousser. Ça peut aussi être des plantes qui vont facilement s'accaparer les ressources dans le sol. Ça va les aider encore plus à croître et des fois elles vont aussi faire des très grandes feuilles, donc elles vont faire plus de photosynthèse, donc elles vont croître encore plus. Et ça peut être aussi des plantes qui vont avoir qui vont faire par exemple des rhizomes ou des stolons au-dessus du sol. Les rhizomes sont dans le sol, les stolons sont au-dessus. Et ça permet à un seul clone de se propager facilement. Un seul clone va pouvoir aller faire plusieurs tiges puis créer vraiment plusieurs plants et des grosses colonies comme ça. Ou à l'inverse, il y a d'autres plantes qui, elles, font pas ces structures-là, mais elles vont créer beaucoup de graines. Un seul plant va pouvoir avoir des milliers de graines différentes. Donc, avec un seul plant, elle va réussir ensuite à avoir beaucoup d'autres plants et à créer des colonies comme ça et à se propager comme ça. Donc, les plantes envahissantes, elles peuvent avoir tout un tas d'impacts différents. Mais par exemple, sur l'environnement, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont parfois arriver à prendre le dessus sur les plantes indigènes. Donc, elles vont modifier les écosystèmes. Ça va modifier aussi les habitats, donc pour la faune également. Et puis, ça va pouvoir être une menace pour des espèces qui sont déjà vulnérables ou des espèces rares. Ça va pouvoir prendre leur place. Donc, ça peut vraiment avoir beaucoup d'impacts différents sur l'environnement. Des espèces envahissantes, il y a eu un portrait qui a été fait par l'OBV Saguenay en 2020. Et on a repéré 363 colonies de plantes envahissantes sur toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, dans la MRC de Marion-Chapdelaine, il y a 13 colonies qui ont été repérées de quelques espèces. Par exemple, on a de la renouée du Japon. Donc, comme on voit derrière moi, toute la grande talle ici qui est là, c'est de la renouée du Japon. Il y a aussi d'autres espèces qui ont été observées. Il y a eu de la valériane officinale, du roseau commun, également de l'impatiente glanduleuse. Et dans la MRC, on n'a pas vu de berce du Caucase, mais il y en a dans la région. Puis ça, c'est une plante quand même qui peut causer des dommages sur la santé. Donc, c'est quand même une plante qui est aussi à surveiller dans la région. Oui, ces plantes-là, elles peuvent avoir aussi des impacts sur l'économie. Donc déjà, par exemple, on a certaines plantes aquatiques qui vont, quand elles s'implantent dans un lac, elles vont vraiment pouvoir se propager sur toute la surface du lac, partout. Et donc ça peut causer des pertes de valeur pour les maisons, pour les chalets, une perte de la valeur foncière de ces maisons-là qui sont autour du lac, parce que les acheteurs vont être moins intéressés par un lac qui est envahi de myriophylle à épis, par exemple. En agriculture aussi, les plantes, elles vont prendre la place des espèces qu'on voudrait cultiver. Donc, elles vont pouvoir causer une baisse des rendements ou elles vont aussi contaminer les récoltes. Donc, ça cause aussi beaucoup de dommages en agriculture.
Il y a aussi des plantes dont les racines sont très, très fortes, comme par exemple la renouée du Japon. Elle va être capable d'aller percer l'asphalte ou aussi de s'introduire dans des petites fissures dans le béton, puis elle peut causer des dommages aux fondations, donc ça peut aussi vraiment avoir un coût parce que ça va endommager des bâtiments. Et puis ensuite, toute la lutte contre ces espèces-là, ça peut devenir vraiment très, très coûteux. Pour se débarrasser d'une colonie comme celle-là, ça peut vraiment coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que ça va être très long. Il faut déjà bien connaître comment on fait, mais une fois qu'on la gère, ça va prendre plusieurs années, ça va prendre même des dizaines d'années pour réussir à s'en débarrasser correctement. Ça, c'est pour une seule colonie. Donc, si on a plusieurs colonies sur un territoire puis qu'on veut s'occuper de toutes ces colonies-là, ça va coûter très, très cher. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on priorise la lutte contre les espèces. On ne va pas s'attaquer à toutes les colonies en même temps parce que c'est impossible. Puis plus on laisse la situation s'aggraver, plus ça va devenir coûteux parce que les plantes vont vraiment se propager, on va en avoir de plus en plus. Donc, c'est vraiment, on veut prendre le problème à la source, puis on veut vraiment limiter l'introduction, la propagation de ces espèces-là. C'est ça qui sera le moins coûteux. Il y a des plantes envahissantes qui vont vraiment pouvoir causer, par exemple, la berge du Caucase, si on la touche, si on ne connaît pas cette plante-là ou qu'on la touche par hasard, la sève, une fois qu'elle est en contact avec le soleil, ça va pouvoir causer des brûlures au 1er ou 2e degré, ça va vraiment faire des dermatites graves. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment une plante qu'on ne veut pas avoir sur un territoire ou qu'on veut vraiment éliminer très rapidement quand on l'a. Il y a d'autres plantes qui font ce type de brûlures-là. La berce laineuse, c'est une espèce indigène qui fait aussi des petites brûlures comme ça. Mais la berce du Caucase, elle est vraiment beaucoup plus dangereuse pour la santé. La meilleure chose pour lutter contre ces espèces-là, déjà, la première chose à faire, c'est de limiter beaucoup les introductions. Ça, c'est ça qui sera le moins coûteux et qui sera le plus efficace. Si elles n'arrivent pas, on n'aura pas besoin d'aller les gérer. Donc ça, déjà, pour lutter contre l'introduction, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. La première chose, pour les plantes aquatiques, elles arrivent dans un lac parce que nous, on arrive avec du matériel qui est contaminé. On arrive, par exemple, avec un bateau qui a navigué sur un lac dans lequel il y avait du myriophylle à épis. Il y a des fragments qui se sont pris dans les hélices, on n'a pas nettoyé le bateau. On arrive ici dans un plan d'eau dans la région, on va introduire l'espèce et elle va être capable ensuite de repousser et donc de créer des nouveaux herbiers dans un nouveau lac. Donc si on veut, par exemple, pour les espèces aquatiques, ce qu'on peut faire, c'est vraiment nettoyer les bateaux. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de bien inspecter le bateau quand on sort d'un lac, enlever tous les fragments qu'il pourrait y avoir. Et ensuite de ça, on va nettoyer le bateau avec une machine à pression à l'eau chaude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être efficace, autant pour les plantes envahissantes que pour les espèces animales envahissantes aussi. Et ensuite de ça, on met son bateau à l'eau, il n'y a pas de problème. Si on n'introduit pas ces plantes-là nous-mêmes, elles ne vont pas réussir à arriver comme ça dans la région, dans les lacs de la région. Donc ça, c'est pour les plantes aquatiques. Une autre chose, ça peut aussi arriver par le biais des aquariums. Si on a des aquariums chez soi avec des plantes dedans, finalement, on n'en veut plus, on veut s'en débarrasser, on jette ça à la toilette, bien ça va pouvoir se retrouver dans l'eau, dans l'environnement. Donc, c'est aussi une chose qu'on peut facilement éviter, c'est que quand on veut se débarrasser d'un aquarium, on va vider l'eau sur le sol plutôt, loin d'un cours d'eau, puis toutes les plantes, on peut les mettre à la poubelle, comme ça, on n'aura pas de problème non plus. Pour les espèces terrestres, c'est souvent des espèces qui sont introduites parce qu'on les trouve jolies. Donc, c'est des espèces qui sont mises en culture par des jardiniers. C'est vraiment pour l'horticulture que beaucoup d'entre elles ont été introduites. Elles font des belles fleurs, elles font des jolis massifs, donc c'est pour ça qu'elles sont arrivées. Sauf qu'une fois qu'elles sont dans un jardin, bien, elles peuvent s'échapper, se retrouver dans la nature, puis se propager facilement. Donc, ce qui est bien de faire quand on veut planter des fleurs chez soi, c'est vraiment toujours de se renseigner sur qu'est-ce qu'on est en train de planter. Est-ce que je connais cette plante-là? Est-ce qu'elle est déjà connue pour causer des dommages? Puis des fois, on va acheter des mélanges qu'on appelle des mélanges de fleurs sauvages, mais on ne sait pas si c'est des fleurs sauvages d'Europe. Ça peut être aussi des plantes envahissantes. Il peut y avoir aussi des contaminations, des fois dans les graines. Donc, c'est toujours d'être très, très vigilant sur ce qu'on plante. Puis ça va vraiment limiter beaucoup de propagation comme ça, d'introduction. Ensuite, il y a aussi souvent du matériel qui est utilisé pour gérer des colonies comme celle-là. On va utiliser une grosse pelle mécanique. Ça, si on ne la nettoie pas après avoir géré la colonie, c'est pareil, on va aller s'en servir ailleurs, puis potentiellement, on va aussi l'introduire ailleurs. Donc, toujours bien nettoyer son matériel. Nettoyer le matériel de plein air aussi quand on se déplace d'un pays à un autre, d'une région éloignée à une autre. Bien, on va toujours faire bien attention à nettoyer le matériel pour éviter les introductions comme ça. Ensuite, une deuxième chose, c'est que les plantes envahissantes, elles vont avoir tendance à bien aimer les environnements, elles vont bien se plaire dans des environnements déjà perturbés.
par exemple, des milieux plutôt urbains ou alors sur des terres agricoles parce que la terre, elle est peut-être à nu une partie de l'année, il y a pas d'espèces indigènes qui poussent, c'est un grand espace. Donc ça, elles vont avoir de la facilité à se propager là-dedans. Elles vont aussi avoir de la facilité à se propager, par exemple, le long des routes. On a des talus, des fossés qui sont vides, dans lesquels il n'y a pas d'espèces indigènes nécessairement. On va avoir tendance à bien couper ça. Donc là, elles vont aussi pouvoir s'implanter facilement. La même chose sous les lignes hydroélectriques. Là où il n'y a pas d'espèces indigènes, ces plantes-là, elles vont arriver à s'installer. Elles sont parfois plus tolérantes à être fauchées. Ça va des fois les aider à mieux repartir ou même d'être piétinées. Ça va moins les déranger que certaines espèces indigènes. Donc, une chose toute simple à faire, c'est vraiment de laisser les milieux naturels, le plus naturel possible, de moins perturber l'écosystème. Ça va aider à ce que les plantes indigènes, elles soient là, elles soient bien installées, puis que les plantes exotiques, elles viennent pas perturber l'environnement. Déjà, la première chose, c'est de vraiment s'assurer qu'on a bien identifié la plante. Ces plantes-là, elles peuvent aussi ressembler à d'autres. Comme je disais tout à l'heure, la berce du Caucase, elle peut ressembler à la berce laineuse. Donc, il faut faire bien attention à être sûr de l'identification qu'on a. Une fois qu'on l'a bien identifiée, on va aller la signaler sur Sentinelle. Ça, c'est le site du ministère de l'Environnement. Ça permet de recenser toutes les colonies existantes. C'est important de signaler même des plantes qu'on voit sur les terrains municipaux parce que comme ça, les municipalités, elles vont être au courant des espèces qu'il y a sur leur terre, puis elles vont pouvoir mettre en place des actions. Il y a déjà des villes et des municipalités qui gèrent des colonies sur leur territoire, donc c'est vraiment bien important d'informer de la situation. Ensuite, si on en a chez soi, il va falloir faire attention, il ne va pas falloir procéder n'importe comment parce que chaque plante a des caractéristiques différentes, donc chacune d'entre elles va nécessiter des méthodes d'action qui sont différentes. Puis il y a des plantes qui sont introduites depuis peu longtemps, dont on ne sait pas encore exactement comment il faut les gérer. Donc c'est bien important de beaucoup se renseigner, puis de demander de l'aide aussi avant d'agir pour être sûr qu'on n'empire pas le problème. Parce que par exemple, des plantes comme la renouée, si on va juste lui couper les tiges, ça ne va pas du tout l'empêcher de repartir parce qu'elle a ses rhizomes souterrains qui sont ancrés jusqu'à 3 mètres dans le sol. Si on coupe juste les tiges, elle va repartir. Donc, par exemple, une plante comme la renouée, si on veut s'en débarrasser, il va falloir aller creuser beaucoup, excaver l'intégralité du clone parce qu'avec seulement ses rhizomes, elle est capable de repousser. Sauf que ces rhizomes, ils vont jusqu'à 3 mètres dans le sol. Donc, pour creuser, il faut creuser jusqu'à au moins 3 mètres. Et ensuite de ça, il faut se débarrasser de toute la terre et de tous les rhizomes correctement. On ne peut pas aller les jeter dans du compost parce qu'elle va repartir dans le compost. Donc, si on jette ça dans un compost municipal, par exemple, là, on va contaminer le compost pour tout le monde. Donc, ces plantes-là, une fois qu'on les coupe, on peut les faire sécher au soleil et ensuite, il faut les mettre dans la poubelle. Mais donc, une talle comme celle-ci, c'est vraiment beaucoup de mètres cubes de terre qu'il faut éliminer. En plus de ça, elle est très proche de la rivière. Ça, c'est une chose aussi, comme elle s'installe proche des rivières puis qu'elle est capable de se reproduire avec juste un petit fragment de 4 cm. Donc, si on fait le moindre petit morceau de plante qu'on va faire tomber dans la rivière, il va être capable de se déplacer puis d'aller s'implanter ailleurs sur les berges. Donc, il ne faut pas non plus empirer le problème en voulant le traiter. Donc, il faut vraiment faire plutôt appel à des professionnels quand on a des grosses talles comme ça. Si on a juste quelques plants, là, on va être capable de le faire soi-même. Mais c'est vraiment... Ça reste que c'est compliqué quand on arrive à des situations comme celle-ci. Il vaut mieux s'attaquer au problème quand il est encore très circonscrit. Par exemple, si on prend l'exemple de la berce du Caucase, si on a un seul plant au départ qui est là, puis qu'on le gère tout de suite, ça va être assez facile de le régler. Elle ne fait pas de rhizome, donc on va pouvoir, avec une pelle, aller juste creuser un petit peu, enlever la racine, enlever tout le plant, le faire sécher, puis on va être débarrassé. Si on laisse le plant là, puis qu'on le laisse faire ses graines, la plante, elle va faire jusqu'à 16 000 graines, dont 85 % sont viables. Donc, toutes ces graines-là, elles vont se retrouver dans le sol, puis elles vont ressortir soit l'année d'après, soit elles sont capables de rester dans le sol jusqu'à 5 ans. Donc, si on laisse un plant produire ces graines, le problème, il va vraiment augmenter de manière exponentielle. En plus, c'est pareil, ces graines-là, elles sont capables de se déplacer avec l'eau. Donc, si c'est des plantes qu'on a proches d'un cours d'eau, là, ça va vraiment se propager facilement dans la région. Donc, on veut s'attaquer à elles le plus tôt possible aussi et le plus tôt possible dans la saison avant qu'elles produisent ces graines. 5, 4, 3, 2, 1, je t'apprends du backburn. Tu rêves d'un beau jardin pour épater tes voisins, mais tu sais pas comment faire, t'as jamais eu le pouce vert, t'as reçu à ta porte un bac à compost, le décompte est lancé, on se met tous à composter. Et rappelle-toi que le plastique c'est toujours mort, pis ça c'est sans exception.
fais pas comme l'autre, smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. Tes coquilles d'œufs, tes pleurs de cocon, ton restant de bac pis tes marinades, tes vieilles carottes, les échalotes, ta bouffe passe ses dates, swing ça dans le bac. Le plastique, c'est toujours non. Pis ça, c'est sans exception. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. On jette pas tout là-dedans. Ton huile à moteur ou un vieux ventilateur, le verre et le métal, c'est pas la place idéale. Les mousses de sécheuse, les boyaux de balayeuse, pis c'est pas un bac à canettes pour des restes à l'assiette. Et rappelle-toi que Le plastique, c'est toujours non. Pis ça, c'est sans exception. Pis fais pas comme l'autre smart, évite les gaffes du bac. 5, 4, 3, 2, 1, j'suis un pro du bac brun. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Sam, j'en reviens pas. Quand je pense que ce légume-là va pousser dans du compost fait à partir de nos restants de table. En plus, aider à faire du compost en mettant nos matières dans le bac brun, c'est pas compliqué et ça aide à réduire les gaz à effet de serre. J'adopte mon bac brun. La collecte des matières organiques commence cet automne. Le myriophile à épis, c'est une plante envahissante qui n'est pas encore présente dans la région à notre connaissance, mais sur laquelle il faut être vraiment très vigilant parce qu'elle pourrait facilement s'implanter dans le lac Saint-Jean ou dans les lacs de la région. Puis une fois qu'il est implanté, bien, il peut vraiment prendre le dessus sur un lac qui va gêner vraiment toutes les espèces indigènes, puis il va modifier l'écosystème des lacs. Donc ça peut aussi avoir vraiment des impacts sur les poissons aussi, vraiment sur toute la faune d'un lac. Donc, on veut vraiment limiter au maximum cette plante-là. Le myriophile, il va faire des tiges jusqu'à 6 mètres. Donc, il peut facilement s'implanter dans des profondeurs de 1 à 4 mètres, voire jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est facile pour le myriophile d'envahir un petit lac. Et même dans le lac Saint-Jean, ce n'est pas un lac qui est très profond, donc il pourrait vraiment facilement s'implanter. En fin de saison, le myriophile, il va automatiquement se fragmenter tout seul. Et donc créer encore des nouveaux plants parce qu'avec un fragment, il est capable de repousser. Par contre, quand on passe aussi avec des bateaux sur un herbier de myriophile, on va aussi fragmenter les plantes. Donc, on va favoriser encore plus sa propagation. Donc, si le myriophile, il entre dans un lac, il faut toujours le signaler très, très rapidement. Puis, il va falloir faire attention de ne pas aller dans la zone dans laquelle il y a du myriophile qui est observé pour ne pas le propager encore plus. Puis, quand on se déplace d'un lac à un autre, ça va être d'autant plus important de nettoyer le bateau pour ne pas propager le myriophile non plus. Le myriophile, en plus, une fois qu'il est rentré, c'est très, très compliqué de s'en débarrasser. Ça va prendre des plongeurs professionnels qui vont aller arracher à la main le myriophile puis qui vont faire attention de ne pas faire tomber des fragments, qu'il va falloir se débarrasser de toute la plante, donc ça devient très, très, très compliqué et très coûteux. Il y a aussi des lacs dans lesquels il y a des essais dans le sud du Québec où on met des bâches dans le fond du lac au complet pour empêcher le myriophile de pousser, mais ça c'est gênant aussi pour les espèces indigènes, ça va empêcher toutes les espèces de pousser. Donc ça va vraiment avoir beaucoup d'impact sur les écosystèmes des lacs. C'est pour ça qu'on veut vraiment être d'autant plus vigilant dans la région sur cette espèce-là parce qu'on ne l'a pas encore observée dans les lacs et on veut vraiment que ça reste comme ça le plus possible.
Avec la loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement il serait capable de régir ou prohiber la culture, la vente, l'usage ou le transport d'espèces floristiques déterminées et dont l'établissement ou la propagation serait susceptible de causer des préjudices à l'environnement ou à la biodiversité. Il n'y a pas de loi, à ma connaissance, là-dessus au Québec. En Ontario, dans la province de l'Ontario, ils ont mis en place des règlements pour interdire la vente et interdire de planter des plantes comme de la renouée du Japon. Puis c'est la même chose pour le myriophylle à épis aussi, c'est interdit de propager du myriophylle à épis en Ontario. Donc comme ça, avec ces règlements-là, au niveau provincial, ça peut vraiment simplifier l'action sur l'ensemble d'une province. Mais au niveau municipal aussi, les municipalités, elles peuvent mettre en place des règlements. Il y a quelques municipalités au Québec qui ont mis en place des règlements qui obligent à signaler la présence d'une plante comme la présence de la berce du Caucase, parce que ça, c'est une plante qui a un impact fort sur la santé. Donc, c'est des municipalités qui obligent à faire ça. Ce pas des règlements qui sont évidents à appliquer, mais ça permet aussi, avec un règlement comme ça, de sensibiliser la population à pourquoi c'est important de le faire et pourquoi est-ce que si tout le monde garde l'œil ouvert, on va pouvoir mieux gérer la situation. Il y a aussi des municipalités qui interdisent de planter certaines plantes. Donc, souvent, c'est sur la renouée du Japon parce qu'elle peut vraiment facilement se propager dans l'environnement puis elle peut vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Il y a des municipalités qui mettent des règlements là-dessus. Il y a même des municipalités qui obligent carrément à se débarrasser de renouée du Japon quand on en a sur son terrain. Ça peut être plus compliqué parce que dépendamment de la taille de la colonie, ça ne va pas être évident pour un citoyen de gérer ça, mais il peut y avoir vraiment des choses qui sont faites au niveau des municipalités. Puis il y a aussi des municipalités, notamment des municipalités dans la région, qui, elles, ont déjà pris le problème quand même en main et qui ont commencé à gérer certaines tales qui sont présentes sur leur territoire. Ce qui est important à faire, c'est que le personnel des municipalités il soit formé aussi pour savoir les reconnaître, pour savoir comment agir sur quelle espèce. C'est très important d'agir pour l'avenir dès aujourd'hui parce que si on laisse cette problématique-là d'espèces envahissantes se propager, on va vraiment laisser aux générations futures des écosystèmes qui vont avoir changé. On va se retrouver avec des écosystèmes mondialement qui s'uniformisent de plus en plus. On va perdre des espèces peut-être emblématiques du Québec. Donc c'est vraiment très important d'agir tout de suite pour se débarrasser de cette problématique-là parce que si on la laisse, ça va vraiment prendre trop d'ampleur. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. C'est le quiz! C'est le quiz! C'est le quiz! Première question. Qu'est-ce qu'une plante envahissante selon vous? C'est une plante qui fait pas partie de l'écosystème de base. Non, mais c'est bon. C'est des plantes qui se reproduisent rapidement de façon agressive qui étouffent les plantes voisines au comportement respectueux. Quels sont les impacts des plantes envahissantes? Félix. Ça détruit l'écosystème local. Nice, bonne. Oui! Les principales causes de la propagation. OK, donc A. Activité humaine. B. Phénomène naturel. Ou C. Les animaux sauvages qui les mangent. Activité humaine. Les activités humaines? Bonne réponse. Donc, la différence entre une plante envahissante et indigène. Indigène, c'est les plantes tout le temps. Il y a un choix de réponse. Ah, ok, c'est bon. Les plantes envahissantes sont d'origine d'où elles se propagent. Ou
des plantes indigènes sont bénéfiques pour les écosystèmes, ou bien les plantes envahissantes viennent de d'autres pays, provinces et nuisent à l'environnement. Félix. C. La dernière? Ouais. Bonne réponse. Quel est l'endroit le plus touché par les plantes envahissantes? Il y a une bonne réponse! Ouais. Attends, on laisse Jérôme. on laisse Jérôme. L'Amérique du Nord, Ok, c'est moi j'aurais dit l'Asie l'eau. ou l'Afrique? Jérôme. Non, c'est... L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, oui. On prend quelle méthode pour contrôler des plantes envahissantes aquatiques? Il y a une réponse. Ouais. Je vais répondre. A. Les pesticides chimiques. B. Mise en place de barrières physiques. Ou C. Introduction de poissons herbivores. Ah! Félix. Les poissons. Non, mauvaise réponse. Jérôme? Chimique? Non. C'est B. D'en rester une. Let's go! Et le vrai ou faux? Oh. Vrai. Un pissenlit est une plante envahissante. Vrai, je l'ai dit. Non, Vrai. c'est faux. Wesh. Yeah, c'est faux. Le gars qui crie, je te C'est quoi le principal moyen de transport des graines des plantes? Il y a pas de réponse. Les oiseaux migrateurs, le courant marin ou le vent? Le vent. Ok, donc Antoine, t'as gagné. Félicitations. Yes. Et on applaudit. Sixième. Le quiz est terminé. Merci d'avoir participé. Merci. Merci.